Monsieur le Premier ministre, à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan de la journée. On a malheureusement 27 nouveaux décès pour un total de 121. Je veux évidemment offrir mes condoléances à la famille, aux proches de ces 27 victimes. C'est dur. On ne s'habitue pas à ces chiffres. Puis derrière les chiffres, il y a évidemment des personnes, des familles. On a aujourd'hui 8 580 cas confirmés. C'est une augmentation de 636. On a 533 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de seulement 8. Quand on regarde les soins intensifs, on est à 164 personnes. Ça veut dire une augmentation de 10. Ça veut dire que dans les lits réguliers des hôpitaux, il y a 2 personnes de moins. Donc, quand même, toute une bonne nouvelle là, quand on regarde les hospitalisations. C'est encourageant. Bon, évidemment, c'est une journée. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on avait quelques journées comme ça, on pourrait se dire qu'on approche du sommet, donc on approche de la vie normale. Mais, étant donné qu'on n'est pas certain, il faut vraiment pas prendre de chance, pas relâcher les mesures, continuer de bien faire ce qu'on a à faire. Ça veut dire, en gros, rester à la maison le plus possible. Les équipements, on a actuellement 14 jours de gants, 13 jours de masques N95, 10 jours de masques chirurgicaux et 6 jours seulement de blouses. Donc, comme vous le voyez, nos efforts, évidemment, sont beaucoup sur les blouses. On est en train de regarder la possibilité d'utiliser davantage des blouses lavables. Ça existe déjà dans les hôpitaux. Évidemment, ça nous permet de réutiliser les blouses. Puis on travaille très fort encore, là, puis je fais le point chaque matin avec des compagnies québécoises qui essayent de nous sortir du matériel, là. Mais ça va prendre encore quelques semaines avant d'y arriver. Un mot sur les femmes enceintes. Bon, on sait qu'actuellement, il y a un seul hôpital qui ne permet pas d'avoir un accompagnateur pour les femmes qui viennent accoucher, c'est l'hôpital général juif. On est en train de regarder pour les femmes qui veulent changer d'hôpital, de pouvoir changer d'hôpital. Mais à l'hôpital général juif, il y a beaucoup de cas de COVID-19, donc il y a des bonnes raisons pour mettre cette règle, mais je vais être très clair, là, il n'y a aucune intention du gouvernement d'étendre ces interdictions dans les autres hôpitaux. Donc, je veux rassurer toutes les femmes qui sont enceintes, là, à part l'hôpital général juif, vous allez pouvoir amener votre conjoint avec vous là, lors de l'accouchement. Hier, je vous ai parlé des entreprises québécoises. Cet après-midi, le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, va faire une annonce d'un programme de 100 millions pour aider les entreprises qui peuvent profiter de la situation actuelle pour faire de la formation à leurs employés. Je pense que c'est comme le moment idéal, là, étant donné que le travail dans beaucoup d'entreprises est arrêté, de faire de la formation. Je pense, entre autres, à toute la formation sur le numérique, sur le télétravail. Évidemment, les choses vont beaucoup changer dans les prochains mois. Donc, on va, le gouvernement, avec le programme, payer jusqu'à 100% des dépenses des salaires. Donc, ça va permettre, de se préparer à la réorganisation du travail, puis deux, bien, de garder plus d'employés qui vont continuer d'être payés avec leur salaire. Donc, je pense que c'est un beau programme. Puis évidemment, la formation dans une économie du savoir, c'est très important, puis ça va l'être encore plus. Mes remerciements du jour vont être pour les Québécois. Alors, on l'a vu hier, les Québécois sont ceux qui ont le plus répondu aux consignes en Amérique du Nord. Moi, je trouve ça beau de voir, bon, d'un côté, les personnes qui ne sont pas dans les services essentiels rester à la maison. Puis de l'autre côté aussi, c'est beau de voir, puis je reçois toutes sortes de témoignages dans nos hôpitaux, dans nos épiceries, les
policiers, même dans les banques, les caissiers, là, tout le monde fait son travail et passe à travers cette crise. Et puis, moi, je veux vous dire là, comment je suis fier du peuple québécois. Je termine en répétant nos 3 priorités, puis en spécifiant, là, si on respecte ces 3 consignes, on va sauver des vies. Donc, c'est pas banal, là, comme quelqu'un a déjà dit, mais il y aura des vies de sauvées si on sort pas de chez soi, si on reste toujours, quand on sort, à 2 mètres, donc 6 pieds des autres personnes. Puis, quand on revient à la maison, très important, se laver les mains avec du savon. Donc, je compte sur vous. Puis, j'ai envie de vous dire, en avril, on ne lâche pas d'un fil. Donc, gardons ça. Là. On espère que ça va être le dernier mois qui sera difficile, mais le mois d'avril va être critique. Là. Les prochains jours, les prochaines semaines vont être critiques. Donc, on va s'en souvenir longtemps de ce mois d'avril, mais il ne faut pas relâcher pendant le mois d'avril. Few words in English. Good afternoon. We may see the light at the Nous end allons of the peut-être tunnel, voir la lumière but au we bout du must tunnel, continue to do mais nous devons néanmoins everything continuer de we faire can tout to en win notre the battle pouvoir pour remporter against the cette bataille virus. contre le virus. We must also Nous prepare devons the aussi restart of our préparer economy. le redémarrage de Our notre économie. Minister of Labour, Jean Notre Boulet, ministre du Travail, Jean later this Boulet, afternoon, un peu plus will tard cet announce a après-midi, new va program annoncer un that nouveau will help programme qui va companies aider les train entreprises their employees à to former new leurs technology, employés aux to nouvelles new technologies, organization. aux nouvelles And façons de these are travailler. my 3 priorities. Et je répète mes 3 priorités. Protect ourselves. Il faut Don't se go out protéger unless en ne it's sortant pas à necessary. l'extérieur, à moins que cela You soit go out, nécessaire. keep Et your si vous sortez, distances. conservez les And distances when you come appropriées. back home, Et lorsque wash vous your revenez à la hands. maison, lavez-vous les mains. That's how we'll save Voici comment lives. nous allons sauver des vies. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, nous allons débuter pour la période des questions des journalistes avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. M. Arruda. Ma première question est pour vous, M. Arruda. Vous avez sans doute vu qu'il y a quelques minutes, le Dr Tam, le médecin en chef pour le Canada, pour Santé Canada, recommande maintenant le port du masque non médical dans la population, non pas pour se protéger soi-même, mais pour faire en sorte que les personnes qui puissent être asymptomatiques ou encore pré-symptomatiques puissent en fait limiter la propagation du virus. Est-ce que vous restez sur votre position de dire que c'est pas une si bonne idée que ça? C'est la même position que j'ai, puis si vous me permettez, je suis directeur national de santé publique et je participe aux travaux des CCMOH, mes homologues avec le fédéral par rapport aux différentes positions. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a dit que ça peut être un moyen, puis je vais vous dire, je l'ai libellé, là, qui est encore un draft par rapport à l'adoption pour interprovinciale. Ce qui est dit là, dans le document, puis je trouve ça bien important, ce qui est prouvé, c'est de rester à la maison autant que possible, d'avoir de la distance physique, comme le rappelle à chaque fois notre premier ministre, de se laver les mains, de protéger les plus vulnérables de l'infection en n'allant pas les visiter, etc., puis de couvrir sa bouche avec un tissu ou sa manche. Dans les faits, ce qui est très clair, c'est que les masques de procédure doivent rester pour les travailleurs de la santé, les masques chirurgicaux, etc., travailleurs de la santé. Ce qui est indiqué là-dedans, c'est qu'en rien, le port du masque fait maison doit être là pour remplacer les autres mesures. Si les gens font ça, ils vont pas se protéger. Le masque qu'on peut porter et qu'on fait, qui doit être bien ajusté, lavé régulièrement, pour lequel on doit diminuer le contact avec les yeux ou la bouche, ça peut être utilisé, mais seulement pour se protéger les autres si on est malade. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement comme si vous toussiez dans un Kleenex, puis mais vous devez vous laver les mains, etc. Donc, ce qui est dit aujourd'hui, c'est que dans certaines situations où la distanciation sociale n'est pas possible, à l'épicerie, dans le transport en commun, bien, si vous êtes malade, au lieu de tousser comme ça, vous pouvez porter le masque comme tel, mais en sachant que vous ne vous protégez pas si vous faites ça. Et c'est bien indiqué dans la vie qu'il faut faire très attention quand on va le porter. Vous devez vraiment sentir que ça vous empêche de mettre votre main aux yeux et à la bouche, ce qui habituellement n'est pas le cas.
vous essayerez de le voir, puis comment les gens vont le porter comme ça, puis le remettre. On ne doit pas partager ce masque-là. Quand il est souillé, il faut le jeter. Et on peut se contaminer en l'enlevant. Donc, c'est exactement la même position. La seule chose qu'on dit ici, c'est que ça peut devenir un instrument là, pour ceux qui sont malades, puis qu'au lieu de tousser dans leur Kleenex, etc., vont le faire. J'ai exactement le libellé qui est ici, et j'ai approuvé ce matin ce libellé-là, qui n'est pas en encontre de ce qu'on disait, mais qui vient tout simplement préciser des choses. Le danger, c'est qu'on abandonne les autres éléments et qu'on pense qu'avec un masque, le tissu qu'on a fait à la maison, on est bien protégé. Il doit être ajusté au visage, bien tenu, porté à la bonne place, et puis surtout, s'il devient une façon d'augmenter les contacts entre les mains et le visage, bien, l'effet que vous avez peut être anéanti. Par contre, si vous toussez puis vous portez ce masque-là, vous envoyez moins d'éléments. Fait que dans le fond, c'est la même position qu'on avait, c'est juste qu'on a dit maintenant que ça peut être fait pour répondre aux questionnements. Mais ne pensez pas qu'en portant ça, vous êtes protégé. Pensez qu'en le portant, vous le faites, puis il faudrait le porter pour des courtes périodes, parce que si vous avez ça toute la journée dans le visage, je vous défie de ne pas toucher à votre visage, puis on va vous filmer, vous allez voir comment est-ce qu'on le fait. C'est très inconfortable. On le porte, des courtes périodes, on est malade, on prend le métro, on ne veut pas contaminer personne, on le met. Ma deuxième question, on a fait grand état du nombre de tests qu'on effectue au Québec auprès des personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19. Mais il y a un village en Italie qui s'appelle le village de Vaud, où le premier décès de la pandémie italienne est survenu à l'époque. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qu'on a fait là-bas. On a décidé de tester l'ensemble des 3300 résidents du village, peu importe qu'ils aient ou non des symptômes. Le résultat, c'est que après la première ronde de tests, on avait un peu plus d'une centaine de personnes qui ont testé positif. Et sur ce nombre-là, il y avait 75 % des gens qui étaient totalement asymptomatiques. Est-ce que le fait de ne tester que les gens qui ont des symptômes ne limite pas, les données qu'on puisse recueillir des tests? Et est-ce qu'on ne devrait pas faire des tests aléatoires obligatoires dans certaines régions où il y a davantage de cas qui sont notés? Votre question est très pertinente. Merci. Parce que votre question, on se la pose et on est en train de le planifier, ça, mais il faut regarder là, un élément. Aujourd'hui, où on est rendu, où on était hier, puis où on s'en va. Actuellement, là, il fallait absolument, au tout début, avec la quantité de tests qu'on avait, qui était limite, utiliser le test là où il était le plus important. On savait que les gens qui avaient attrapé la maladie au tout début étaient des gens qui revenaient de voyage. Donc, on a concentré nos éléments là-dessus. Maintenant, on a élargi, on a 6 priorités. On a élargi même à des travailleurs de la santé qui pourraient même être asymptomatiques avant de retourner. Et puis, on va faire 2 choses. Probablement des études sérologiques qui vont être capables d'identifier quelle est la proportion de gens au Québec qui est atteinte. Puis, on va probablement aussi utiliser des tests aléatoires dans certains territoires quand on sera rendu là en termes de priorité. Ça fait partie des stratégies qui sont faites. Ils l'ont fait dans ce petit village-là parce qu'ils voulaient documenter cette histoire. Et on va le faire probablement au Québec, mais aussi accompagné d'études sérologiques pour savoir, à la fin de la première vague, est-ce que 30 % de la population, 40, 50, 60 % ont été atteints et asymptomatiques pour nous aider à mieux prévoir ce qui va se passer à l'automne. Dans une deuxième courbe, une deuxième vague, une première vague, ça va dépendre. Plus on étale, moins il y a de gens malades, plus il y a de gens qui sont vierges, plus on peut avoir des pics. Il y a un équilibre à obtenir à l'intérieur de ça. N'oubliez pas que le premier objectif, c'est de ne pas se retrouver comme l'Italie, submergé de patients aux soins intensifs. Les stratégies de tests vont évoluer en fonction de l'épidémiologie locale et de notre capacité. Maintenant, au tour de Tommy Chouinard, La Presse. Ouais. D'abord, une question pour la ministre Danielle McCann. Il y a quelques jours, vous nous disiez que vous alliez nous présenter un état de situation concernant les stocks de médicaments, donc les médicaments qui sont en risque de pénurie et à quel niveau on est en ce moment. Êtes-vous en mesure de dresser cette liste et donner un état de situation? Bien, on est en train de le faire. Alors, on est en train de dresser la liste et je vous avais dit la dernière fois qu'on changeait la façon de commander les médicaments parce qu'avant, ce sont les établissements qui commandaient directement aux fournisseurs. Là, on a tout centralisé au ministère.
On est en train de faire le relevé de ce qu'il y a dans les différents établissements. On est en train de dresser la liste des médicaments prioritaires, notamment ceux qu'on donne pour les infections respiratoires, ceux qu'on donne aussi pour la sédation. Alors, on est en train de faire ce travail et effectivement, on va vous présenter dans les meilleurs délais l'état de situation. On veut faire une commande pour le Québec, une commande importante là, au niveau de ces médicaments-là. On est en train de la préparer. On est en lien aussi avec les différentes associations des fournisseurs de médicaments. On est en lien avec l'Association pan-canadienne des médicaments. Et c'est pour ça que, pour le moment, je ne peux pas vous présenter ça aujourd'hui, mais je pourrai le faire à court terme, certainement. J'ai bien noté votre demande et on va y répondre, mais il faut faire une ou deux étapes de plus pour pouvoir vous présenter quelque chose là, qui est vraiment traduit la réalité. Question? Oui, Monsieur le Premier ministre, hier, vous nous disiez que vous comptiez sur le jugement des policiers pour remettre les constats d'infraction. On a vu qu'hier, une dame dont c'était l'anniversaire se faisait saluer par des gens qui étaient à bord de leur automobile et passaient devant chez elle pour souligner son anniversaire. Est-ce que vous considérez qu'il y a là abus et craignez-vous qu'il y ait un abus dans l'application des règles? Non, moi j'ai confiance au jugement des policiers. Et puis, on a demandé aux policiers d'être plus sévères. Donc, c'est pas le temps d'organiser des fêtes, et ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Donc, je pense que les policiers font un excellent travail. J'ai confiance en eux. Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour à vous trois. Ça s'adresse plutôt à Mme McCann. Je voulais savoir s'il va y avoir une recommandation, une directive claire pour permettre aux gens aux gens de la famille proche d'accompagner une personne qui est en fin de vie. Parce qu'il y a plusieurs témoignages poignants dernièrement, des personnes qui vivent ça très difficilement. Alors, est-ce qu'il va y avoir une directive claire là, à ce sujet-là? Il y a déjà des directives qui ont été données au niveau des soins palliatifs. Hein. C'est évidemment... c'est très important, cette situation, surtout en fin de vie, mais même tout au long des soins palliatifs. Et j'ai eu vent aussi de certaines situations qui ont été particulièrement difficiles là, pour les familles. Moi, je dois vous dire que dans les directives qu'on a données, on laisse quand même la place au jugement dans les différentes maisons là, de soins palliatifs ou les centres hospitaliers. Mais je vais probablement vouloir regarder la situation à nouveau parce qu'effectivement, c'est venu à mes oreilles qu'il y avait des situations particulièrement difficiles pour certaines familles. J'ai quand même confiance au jugement des différentes personnes là, qui œuvrent en soins palliatifs. Je sais que ce qu'on a fait beaucoup, c'est que, évidemment, là, on ne permet pas qu'il y ait plusieurs personnes qui viennent visiter la personne aux soins palliatifs. On permet, par exemple, une personne à la fois. Alors, je pense que ça va demeurer comme orientation, mais on va vraiment faire un tour de roue pour voir si c'est appliqué partout. Avec un bon jugement, évidemment, dépendant de la situation. Mais ce qu'on dit en général, là, dans ces situations-là, il faut ouvrir la porte au moins un membre de la famille ou de l'entourage, et particulièrement en fin de vie. Je voudrais vous parler maintenant de la Suède. On cite souvent la Suède dans plusieurs domaines. C'est un exemple dans plusieurs domaines. On s'en inspire, on les cite. En ce moment, c'est un des seuls pays qui a décidé de ne pas fermer les écoles, par exemple. Ils ont certaines mesures pour la distanciation sociale, mais ils n'ont pas fermé d'école. Pour le moment, ça va quand même relativement bien. C'est une sorte d'immunité progressive de la population. Est-ce que nous, on a déjà réfléchi à ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris cette décision-là et qu'on a opté pour autre chose? Vous pouvez m'adresser à moi la question, j'imagine? Bien, notamment. Écoutez, cette notion... Parce que, on va vous dire pourquoi. La première des choses, c'est que c'est une possibilité. Hein? On le sait, mais on fait face à un nouveau virus qui n'a pas touché beaucoup de personnes. Hein? On est une population vierge par rapport à ce virus-là. On a quand même des indices que ce virus-là peut entraîner des conséquences importantes et stresser le système de soins à un tel point qu'on doit choisir entre tel patient puis tel patient.
Et puis, on sait que nos personnes les plus âgées, ce sont les plus vulnérables, et ce serait probablement eux que, si jamais on aurait laissé ce qu'on appelle obtenir une immunité de masse, qui aurait vacciné, en fin de compte, normalement, toutes les personnes qui en auraient survécu, mais qu'on allait avoir des morts importantes chez nos personnes âgées. Dans nos valeurs québécoises, nos aînés qui ont bâti notre pays ont autant d'importance que les plus jeunes. Moi, je tiens à le mentionner. Donc, cette stratégie-là, sans que je porte de jugement sur ce que la Suède a fait, parce que je ne suis pas en Suède, je ne connais pas leur distribution de groupes d'âge, mais au Québec, la valeur de la santé même d'une personne qui est en phase terminale ou qui va vivre seulement encore 2 ans, est aussi importante que celle des autres. Et donc, on a décidé de le faire comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir éviter toutes les mortalités chez les personnes âgées? La réponse est non. La preuve, on en a actuellement, mais on en aurait eu beaucoup plus si on n'aurait pas pris les mesures. C'est pour ça qu'on met de la coercition à l'entrée dans les maisons pour personnes âgées et dans les CHSLD, parce qu'on ne veut pas que ces gens-là décèdent. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une autre vague un peu plus tard? C'est possible. Ça veut-il dire que plus tard, on va avoir des agrégats, puis il va y avoir encore des mortalités? La réponse est oui, mais on aura traversé cette période intense où on aurait mis en péril nos soins intensifs, les gens qui auraient besoin d'une opération pour le cœur. Et donc, c'est un choix de population. Et je pense que certains pays qui ont commencé comme ça, notamment l'Angleterre, ils viennent de changer de cap, parce que là, ils se rendent compte des impacts que ça peut représenter. C'est toujours possible, mais ce n'est pas le choix, et ça ne correspond pas aux valeurs des Québécois. Je pense qu'il y a une situation aussi, moi aussi, j'étais curieux de voir ce qui se passait en Suède. Je pense aussi qu'il y a une différence entre le Québec et la Suède à cause de Montréal. En Suède, il n'y a pas de ville de 2 millions de population comme Montréal. La plus grande ville, c'est Stockholm. Pour être allé à Stockholm, il n'y a pas de rassemblement où les gens sont collés, là. C'est un peu plus espacé. Donc, il y a une situation aussi qui est difficile. On est en train, justement, de regarder des scénarios pour demain. Puis je pense que si on veut se comparer, il faut se comparer à des pays qui ont des grandes villes comme Montréal, comme Toronto. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour à vous. Madame McCann, vous nous avez dit la semaine passée qu'au niveau des interventions de courte durée, il y avait de la possibilité que vous alliez ouvrir. Ce qu'on entend, c'est que dans certaines directions de centres hospitaliers, il y a des complications pour qu'on n'ouvre pas. Est-ce que vous avez vent de ça ou est-ce que le message a été passé à tous les administrateurs? Oh, vous me parlez des chirurgies, par exemple, semi-urgentes, là. Oui, on commence d'ailleurs aujourd'hui à faire des interventions semi-urgentes, des chirurgies semi-urgentes dans l'ensemble des centres hospitaliers, suivis par des comités cliniques. Il y a des personnes qui vont être opérées là, dans ces situations-là, et beaucoup, hein, comme vous pouvez l'imaginer, dans le secteur de l'oncologie, hein, des gens qui souffrent du cancer. Bon, c'est sûr que il y a une démarche qui est très, très rigoureuse, parce que d'abord, il faut évaluer l'état de santé de la personne, évaluer le risque dans le contexte actuel. Il faut également tenir compte là, de l'équipement de protection, les médicaments. Si la personne a besoin de soins intensifs ou pas, évidemment, les chirurgies qui n'ont pas besoin de soins intensifs, on va les privilégier. Je vais vous donner un exemple parce que je sais que c'est venu à mes oreilles là, que, par exemple, on ne fera pas d'opération qui dure 7 ou 8 heures. Effectivement, on ne veut pas occuper une salle d'opération pour tant de temps, mais je vais vous donner un bon exemple, à moins que ça soit urgent. Évidemment, toutes les opérations, et ça je le réitère, les opérations qu'on doit faire en urgence, on les fait. Les opérations très prioritaires, on les fait, ça n'a jamais cessé. Mais je vais vous donner un exemple au niveau du semi-urgent. Par exemple, une femme qui a un cancer du sein, évidemment, on va faire la lumpectomie, mais on ne fera pas nécessairement la reconstruction. La lumpectomie, c'est à peu près 2 heures d'opération, tandis qu'une reconstruction, ça peut prendre 6 à 7 heures. Alors, c'est ce genre de choix. La reconstruction peut se faire plus tard parce qu'il n'y a pas d'impact sur la santé de la femme. Mais effectivement, on va faire la lumpectomie parce que ça, c'est très important de le faire là, pour ce type de situation. Alors, je pense que c'est fait avec le plus grand soin et il va y avoir un certain volume là, qui va être fait cette semaine.
Au niveau des masques de procédure, masque N95, vous nous avez dit la semaine passée, Dr Arruda, qu'il y avait de la transmission communautaire, là, entre autres particulièrement à Montréal, où on le voit là, avec les chiffres. Est-ce que la directive a été bien passée dans tous les centres hospitaliers? Parce que c'est ce que vous avez dit, que tout le personnel devait porter des masques. Bien, la directive est effectivement passée dans le réseau, là, a été écrite, rappelée, etc. Là, je ne peux pas vous garantir, vous comprendrez là, que moi, je suis ici, là, puis malheureusement isolé. Je vois même plus ma famille ni rien. Là, je ne peux pas vous garantir que tout le monde l'a reçu et l'a compris immédiatement. Mais je pense que les centres, en tout cas, qui vont faire les dépistages, les endroits où c'est chaud en COVID-19, je pense qu'ils sont au fait. Mais on va, bien entendu, répéter. Et si on a des signalements comme quoi que c'est pas compris, de sources et autres, on va s'assurer de faire le suivi. Vous savez, on reçoit des courriels de toutes sortes. Mon adresse email est très connue. Et dès qu'on a ces informations-là, on les transfère et on s'assure que les gestionnaires soient au fait de ça. Mais moi, je veux vous dire aussi qu'on fait vraiment une communication systématique là, avec les établissements. Le sous-ministre en titre parle au PDG, au président directeur généraux tous les jours. Ces directives-là sont transmises à tout le monde et les établissements s'assurent dans leurs établissements que tout le monde a eu cette directive et l'applique. Alors, l'ensemble des gestionnaires, on privilégie, par exemple, le gestionnaire à tous les jours voit son équipe et revoit ses directives avec eux. Prochaine question, Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. J'aimerais savoir, vous allez nous présenter des scénarios demain. Au départ, M. Legault, vous étiez un peu récalcitrant de nous présenter des scénarios. Ensuite, vous nous aviez dit que vous alliez nous présenter le scénario le plus probable et plus récemment, vous avez dit que vous alliez nous présenter plusieurs scénarios. Donc, pourquoi est-ce que c'est préférable pour vous de nous présenter plusieurs scénarios? Écoutez, premièrement, je tiens à vous dire là, que quand on parle à nos experts, personne n'a le goût de présenter des scénarios. Je vais vous dire bien honnêtement parce que les projections au-delà du 30 avril, il n'y a personne qui veut jouer à Jojo Savard, excusez-moi pour la dame, là, mais à l'astrologie, là, je veux dire, parce que ça devient dans cet ordre-là. Mais d'autres personnes ont amené des scénarios, notamment l'Ontario, qui a amené un grand spectre de données de gens qui vont mourir, très élevés, très bas. Bon, là, on essaie de vous communiquer pour répondre à votre appétit, la meilleure des choses comme telle. Puis il y a différentes méthodologies, il y a des projections qui sont faites pour administratives, pour voir combien de lits on va avoir besoin à telle date. Il y a des analystes qui font des projections sur la base de l'épidémio, telles qu'on connaît avec des hypothèses qui varient beaucoup. Puis ces gens-là ne veulent pas s'avancer, même pas dire quand est-ce que le pic va arriver, OK? Parce que le pic va arriver à Montréal probablement bien avant que le pic à Québec, c'est assez clair, là, à ce qu'on voit. Fait qu'on est en train de démêler tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis quand on parle de scénario, certains, pour eux autres, c'est le nombre de morts maximal, le nombre de morts minimal, le nombre de personnes aux soins intensifs maximal, le nombre aux soins intensifs minimal. Il y en a que c'est ça, les scénarios. Pour d'autres, c'est des courbes avec des projections dans l'avenir. Fait qu'on est en train de démêler tout ça pour vous offrir le package le plus intéressant communicationnel à ce stade. Les téléspectateurs de TVA retrouvent leur programmation habituelle sur LCN. On poursuit la diffusion du point de presse. Modélisateurs qui s'ostinent entre eux autres sur la bonne affaire va être plus grand pour qu'on puisse faire un point technique. Je ne suis pas en train de l'annoncer, il faut qu'on discute avec le PM, c'est lui qui va décider, mais il va être encore plus grand pour que je puisse l'annoncer. Parce que les gens me disent même, annonce rien, Horacio, ils vont te couper la tête si jamais tu n'as pas le bon chiffre. Mais voyez-vous, là, c'est un peu le genre de dynamique. Puis les experts, je les comprends, c'est des scientifiques. Quand je vous ai dit, là, le port du masque, c'est comme tousser dans le coude. Je ne pouvais pas dire, hey, le port du masque, là, faites une maison, c'est bon, vous êtes en affaire avec ça. Parce qu'on se fie sur la science. Notre science aide aux décideurs à prendre des décisions éclairées. Fait que, je vais vous le dire, très honnêtement, encore en date d'aujourd'hui, j'ai une petite idée de ce qui va être présenté demain, là, mais ça va dépendre parce qu'encore, il y a des données qui sont rentrées en fin de semaine qui n'étaient pas la même que l'autre fois. Puis je vais vous dire, le mieux, si je pouvais faire plaisir à mes experts, c'est de vous dire, on ne vous dira rien avant une semaine. Mais là, si on vous dit ça, vous allez nous tuer. Fait que, on va vous donner des éléments importants, puis ça va suivre. Puis ce que je vous passe comme message, c'est véritablement ce que mes experts me disent. Il n'y a personne qui veut s'avancer au-delà du 30 avril. Personne. Si on leur pose la question, je vais être obligé de dessiner la courbe moi-même parce qu'ils ne veulent pas le faire et je les comprends. Mais j'ai répondu à votre question. Ben, plus ou moins, c'était... OK. Excusez-moi, madame, j'ai passé mon pitch. Vous pensez que c'est préférable de nous présenter plusieurs scénarios plutôt que le scénario le plus probable? Bien, écoutez, c'est parce qu'on vous présente plusieurs scénarios pour que vous compreniez si on se comportait comme l'Italie
puis l'Espagne, on aurait l'air de ça. Si on se comportait, parce qu'on peut bien dire, OK, là, le pire scénario, c'est la pandémie espagnole. Là, on va vous sortir des chiffres, les cheveux vont vous dresser sur la tête. Ça voudrait dire que là, nous autres, là, on serait déjà complètement dépassés à ce stade-ci. On peut vous sortir des scénarios en expliquant, si le Québec était comme l'Italie puis l'Espagne, voici ce que ça serait. Si on serait comme les meilleurs en Allemagne ou d'autres pays, ou la Suède, on serait comme ça. Puis nous, on pense qu'on va être à peu près dans le milieu en étant pessimiste. Puis dans les faits, dans la réalité, en date d'aujourd'hui, on est en dessous. C'est ça qu'on pourrait vous exprimer là, comme tel. Mais si vous me demandez le pic va être à quelle date, etc., là les experts, ils ont peur, je vais vous dire. Là, puis je les comprends parce que eux autres, il faut que ça soit le plus solide scientifiquement. Puis des scénarios qui ont été faits dans la littérature, là, avec des hypothèses X, en comparant, même quand on prend les chiffres de l'Italie, puis les chiffres de 1, il y a des limites. Ces chiffres-là, c'est ce qui est dans le web, c'est pas ce qui se passe nécessairement dans la réalité. Fait que plusieurs scénarios, c'est peut-être pour vous dire, on verra là, ce que le PM voudra décider. Puis ce qu'on va lui suggérer aussi, c'est de dire, si on était l'Italie, là, puis l'Espagne, on serait rendu là en date d'aujourd'hui. Si on était aussi bon que d'autres pays. Tu sais, la Corée du Sud, c'est un pays où on a soudé des portes. Hein? On n'a pas fait ça ici. Les Québécois ont accepté la distanciation sociale dans une démocratie. C'est extraordinaire. Puis je ne vais pas vous dire là, que je veux juste passer un message. C'est en train de marcher, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, puis plus on va se tenir la route serrée, plus on va se rendre au mois de mai, puis plus on va pouvoir retrouver une vie normale avec encore du coronavirus, mais pas avec les mêmes impacts. J'espère que ça répond à votre question. Mieux maintenant, c'est compliqué les scénarios. Je peux vous dire, ça rime avec Horatio, mais si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Merci. Oui, parce que c'est l'équipe du Dr Arruda qui va faire les scénarios. Moi, mon seul travail, c'est de les pousser pour que toute l'information soit là, même celle qui n'est pas facile à donner parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, moi, mon rôle, c'est pas d'écrire les chiffres, c'est de pousser pour que tout soit là. Parfait. Maintenant, prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous tous. Monsieur Legault, le président américain veut imposer le Defense Production Act pour empêcher l'exportation de masques vers le Canada, dont le Québec. Pourrait-il appliquer la même logique à l'exportation de produits alimentaires dont le Québec a besoin à court terme et perturber notre chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous craignez ce scénario? Non, parce que, il y a effectivement une pénurie de masques. Il manque de masques partout dans le monde, mais je pense pas qu'il manque de fruits et de légumes. Là. Donc, je pense pas là qu'il réglerait un problème, puisqu'il n'existe pas ce problème-là aux États-Unis, là, de craindre de ne pas avoir assez de fruits, de légumes, de nourriture. Les syndicats d'employés municipaux, à l'heure actuelle, ils craignent pour des mises à pied massives en raison de la loi qui empêche les municipalités de faire des déficits. Est-ce que vous envisageriez éventuellement d'assouplir cette loi-là pour éviter qu'il y ait des mises à pied dans les municipalités? Chaque municipalité est différente. Hein? Ils ont des conventions collectives différentes. Ils ont une partie des employés qui a une sécurité d'emploi. Il y a une partie qui n'ont pas de sécurité d'emploi. Il y a des endroits où ils utilisent les employés de la municipalité pour aller aider les organismes communautaires. Il y a des taux de taxes qui sont différents, des emprunts. La hauteur est différente d'une municipalité à l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est de laisser l'autonomie aux municipalités de faire les meilleurs choix avec ce qu'ils ont devant eux, tout en sachant que la majorité des employés ont une sécurité d'emploi. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, M. Legault. Vous nous avez semblé plus positif en début de rencontre, ce qui est quand même sûrement encourageant pour les Québécois. À la lumière des chiffres, pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit? On voit peut-être la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que vous faites dire? Ça, sans évidemment dévoiler les scénarios, mais... Bien, c'est ça. Vous allez voir les scénarios demain. Mais quand je regarde, moi, pour moi, ce qui est important, ce sont les hospitalisations et les décès. Bon, c'est certain qu'un arrive avant l'autre. Les hospitalisations arrivent avant les décès. Donc, de voir qu'on a une augmentation de seulement 8 dans les hospitalisations aujourd'hui, c'est extraordinaire. Si on était capable d'avoir ça pendant quelques jours, ça voudrait dire qu'on s'approcherait du sommet. Mais je ne veux pas spéculer. C'est juste, les chiffres sont encourageants aujourd'hui.
tant mieux. On espère que ça va continuer. Autre question, c'est pour Mme McCann. Vous avez dit la semaine passée qu'on aurait assez de respirateurs. Est-ce qu'on pourrait par contre manquer d'inhalothérapeutes pour s'occuper de ces respirateurs-là? Alors, c'est une très bonne question. Puis nos équipes, puis d'ailleurs, je les salue. Je salue toutes les équipes dans les établissements. Puis notre sous-ministre adjointe aux affaires hospitalières s'occupe d'avoir suffisamment de personnel pour voir là, à l'utilisation des respirateurs. Alors, on a différentes stratégies, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'on a ce qu'il faut. Vraiment, on sait que on veut ajouter 800 lits de soins critiques là, pour les personnes qui ont le COVID-19. Aujourd'hui, il y en a 164 là, qui sont occupés et on en a qui sont en train d'être transformés. On va arriver à 800. Et on a les respirateurs qu'il faut, comme vous le dites, mais au niveau du personnel, on est en train de l'organiser et on va être capable d'avoir le personnel suffisant pour ce nombre de lits de soins critiques, là, si on avait à avoir 800 respirateurs, par exemple, qui devraient être opérés. Oui. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais avoir 2 précisions concernant votre annonce d'hier, concernant le prolongement des mesures de confinement. D'abord, est-ce que vous pourriez envisager d'étendre la liste des services essentiels d'ici le 4 mai, partant du principe qu'il y a peut-être des choses dont on peut se passer une semaine ou deux, mais plus difficilement pendant un mois et demi, ou peut-être donner des dérogations à certaines régions où il y a moins de cas? Premier élément. Et le deuxième, est-ce que vous pourriez être plus précis quant à l'impact économique? Je sais que vous avez effleuré la question hier, mais j'imagine que le ministère des Finances doit bien avoir des hypothèses sur l'impact que ça va avoir sur le produit intérieur brut, sur les rentrées fiscales. Est-ce que vous pourriez être plus précis à ce chapitre? Bien, pour l'instant, on est vraiment là, on parlait tantôt des scénarios sur les décès, les hospitalisations. On est aussi dans les scénarios concernant, bon, on va avoir probablement vendredi, là, c'est le premier vendredi d'une semaine complète du mois, donc on va avoir des chiffres sur le chômage. Oui, le ministère des Finances fait des scénarios, ce serait irresponsable de les faire, mais quand je demande au ministre des Finances qu'on est prêt à rendre ça public, j'ai une idée, j'ai un ordre de grandeur, mais c'est une situation qui est temporaire. Puis là, ce qu'il faut surtout, c'est de voir à quelle vitesse on va pouvoir réouvrir les entreprises, les commerces. J'exclus pas, une fois qu'on va passer le sommet, avec l'accord du Dr Arruda, bien sûr, de regarder pour ajouter des commerces dans les services essentiels. Je sais, entre autres, actuellement, il y a des petits commerces là qui se sentent un peu lésés parce qu'il y a des grandes surfaces qui offrent les produits essentiels, mais aussi certains produits non essentiels, un grille-pain, un séchoir à cheveux, des choses comme ça. Là, on est dans la balance d'inconvénients. Je comprends que c'est pas juste ou ça paraît pas juste pour les petits commerçants, mais en même temps, les Québécois, quand ils vont chercher de la nourriture dans une grande surface, c'est utile pour eux autres d'être capables de prendre d'autres éléments qui sont utiles, qui sont peut-être pas absolument essentiels, mais utiles dans leur vie. Donc, je suis très conscient de ça. C'est comme la balance d'inconvénients, là. Il y a un inconvénient pour les petits commerçants que les grandes surfaces offrent d'autres produits, mais il y aurait un inconvénient pour les Québécois de fermer ces départements-là dans les grandes surfaces. Donc, je pense du côté des Québécois, là, des consommateurs. Est-ce qu'on pourrait ajouter des petits commerces où on garde la distance de 2 mètres dans les prochaines semaines? J'exclus pas ça, mais il va falloir avoir le OK du docteur et Arruda et s'assurer qu'on a passé le sommet. Donc, l'importance d'essayer de l'estimer, le sommet, c'est ça aussi, là, pour être capable, à un moment donné, quand on tombe dans la partie descendante, d'ouvrir la porte à réouvrir certains commerces, là. Donc, oui, on le regarde. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, puis on va pouvoir ouvrir probablement plusieurs choses, mais avec des conditions différentes. Il faut que la distanciation sociale soit là,
qu'on protège encore nos caissières avec des plexiglas, ce genre d'éléments-là qui vont nous permettre de continuer sans mettre en péril un rehaussement de la transmission de façon intensive. Si on réouvre, il y aura une analyse et des recommandations de santé publique par secteur pour leur dire, bien voici, si vous voulez réouvrir, mais vous devez respecter ça. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourrait peut-être à ce moment-là retourner à une certaine normalité, mais plus jamais une normalité comme avant. Et je suis convaincu que des pratiques qui ont été mises en place maintenant qui vont se perpétuer dans les années à venir, particulièrement dans les saisons d'influenza ou de grippe. C'est étonnant comment est-ce que ça a chuté au moment où on a mis de la distanciation sociale. Inquiétez-vous pas, on ne mettra pas le Québec en pause toutes les années, mais on apprend des choses. Et quand on est malade, on ne va pas voir nos grands-parents pour pas qu'ils attrapent la grippe, ça diminue les hospitalisations, on ne va pas consulter à l'urgence si ce n'est pas nécessaire. Ce sont toutes des choses qu'on va avoir appris collectivement. Peut-être que j'aimerais aussi rajouter quelques mots sur les respirateurs. On a assez de respirateurs pour couvrir la période là, qui serait avec le scénario le plus pessimiste. Là. C'est vrai qu'il y a un défi d'opérer les respirateurs, d'avoir des inhalothérapeutes. Puis j'aime mieux vous le dire. Bon, Daniel va rire, mais un vétérinaire, il ne peut pas soigner un patient, mais il peut faire fonctionner un respirateur. OK? Donc, on est très créatif actuellement pour être prêt au pire. Juste vous dire ça, là, mais on est très chanceux au Québec d'avoir autant de respirateurs. Je connais beaucoup de nos voisins qui n'ont pas assez de respirateurs pour couvrir la pointe. Nous, on en a assez. Bon, est-ce qu'on a assez d'inhalothérapeutes pour les faire fonctionner? Là, on est en train de former. Bon, c'est nécessaire d'amener quelques vétérinaires qui savent comment opérer la machine. Pas opérer le patient, mais opérer la machine. On n'exclut pas ça. Rapidement, sous question. Parlant de nos voisins, justement, Doug Ford, ce matin, dans une entrevue à la télévision, a parlé de cargaison de 3 millions de masques destinés au Canada qui avaient été bloqués durant la fin de semaine. M. Trudeau, lui, est un peu plus diplomate en évoquant des délais de livraison. Je voulais savoir, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des livraisons de masques ou d'autres équipements de protection destinés au Québec qui n'ont pas pu être acheminés au cours des derniers jours à la suite de l'annonce du président américain? Bon, j'ai parlé ce matin, effectivement, à Doug Ford. Ils ont une situation, là, qui est plus serrée que la nôtre actuellement. Là, ils ont comme... En tout cas, je le laisserai dire exactement le nombre de jours. Mais nous, en fin de semaine, on a eu une cargaison du Mexique qui était très bienvenue pour nos besoins au Québec. Je sais qu'il y a des cargaisons pour le gouvernement fédéral, donc à répartir, qui ont été retardés. Okay? Puis, par contre, je dois dire, là, je suis content de voir que le fédéral tient compte des besoins. Actuellement, il y a 2 provinces, là, à cause des grandes villes, Toronto et Montréal, qui ont plus de besoins, toute proportion gardée, que leur population. Puis le fédéral en tient compte maintenant dans la répartition. Donc, mais, bon, c'est serré chez nous, c'est serré en Ontario. Puis oui, c'est parfois difficile d'avoir toutes les livraisons. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète pour nos questions en français. Nous allons passer en anglais. We'll switch in English with Cathy Sonnet from CBC News. Good afternoon. I have... Bonjour, Monsieur Arruda. J'ai l'impression que ce que vous pensez et ce que le Premier ministre pense à propos des projections de demain, est-ce que ce sera une longue nuit? Pourquoi rendre publiques ces projections? Et pour vous, Monsieur le Premier ministre, vous devez être transparent. Et avez-vous l'impression que les Québécois vont bien réagir à ces chiffres? J'ai l'impression qu'il y a une division entre vous deux sur ces projections. Non, il n'y a pas de division entre nous deux. Je sais que le Premier ministre veut poser de bonnes questions et moi, je veux fournir de bons chiffres, mon équipe également. Je suis toujours effrayé par la perspective de donner des chiffres et qui soient le plus précis possible. Alors, c'est notre point de vue parce qu'une projection, c'est une projection et nous sommes des gens rigoureux et vous donner un chiffre exact, précis avec une projection, c'est un véritable défi.
Mais je pense que c'est normal que les gens veuillent de l'information. Nous allons donner les meilleures informations possibles avec, je dirais, des précautions, des précisions sur ces projections. D'abord, ma priorité, c'est de faire ce qu'il faut au bon moment avec les bonnes personnes. Nous sommes très tôt dans la pandémie. En fait, nous avons très tôt pendant la pandémie ordonné la distanciation sociale. Qu'arrivera-t-il demain? Je regarde les perspectives, mais ce n'est pas ma priorité principale. Nous allons le faire. Le patron le demande, c'est le premier ministre. Nous allons lui donner les meilleures informations, mais on ne veut pas lui donner des projections qui ne sont pas suffisamment scientifiques. Et j'encourage mes gens, je les force à nous donner des projections et à accepter cette demande. On va le faire. Est-ce que le patron prend les bonnes décisions? Eh bien, on veut simplement lui donner les meilleurs scénarios. Je travaille à l'heure actuelle entre le premier ministre, nos scientifiques, la population, les médias. Ne pensez pas que je suis contre le fait de diffuser des projections. C'est simplement que ce n'est pas une question facile à laquelle répondre. Je ne veux pas simplement donner des chiffres pour donner des chiffres. Et voilà mon point. J'ai déjà fait face à une telle situation dans ma vie. Lorsque j'étais président d'Air Transat, je préparais des budgets pour l'année suivante et j'avais ce genre de réponse. Hey, comment voulez-vous que l'on prévoie les revenus des 24 prochains mois ou encore nos dépenses? Mais c'est meilleur pour moi, c'est mieux pour moi d'avoir une projection qui n'est pas parfaite que de ne pas avoir du tout de projection. Mais je peux comprendre que ce n'est pas facile pour le Dr Arruda et son équipe de s'engager avec différents scénarios en ne sachant pas parfaitement ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Alors, je peux le comprendre. Mais je pense que mon travail comme premier ministre du Québec, si on veut être préparé pour le pire des scénarios, on a besoin de connaître les chiffres et voir où on s'en va, où on pourrait s'en aller au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Sous question? Monsieur Arruda ou Madame McCann, lorsque la Dr Tam a dit un peu plus tôt qu'elle recommandait désormais aux gens de porter un masque dans les endroits publics où la distanciation physique serait difficile, les transports collectifs par exemple. Elle réfère également à la condition asymptomatique ou présymptomatique des gens. On ne sait pas combien de gens sont asymptomatiques. Alors, elle fait la réflexion que les gens devraient prendre des précautions. Allons-nous voir plus de masques au Québec? Les gens vont-ils porter plus de masques? D'abord, je fais partie du comité qui est consulté sur les politiques publiques canadiennes. Alors, je suis en contact avec Dr Tam. J'ai la directive ici entre les mains. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas changé ma position. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas bien de porter un masque. Je veux m'assurer qu'il est très important de préciser que la chose la plus importante à faire, c'est de rester à la maison. C'est la distanciation physique, le lavage des mains, le lavage des mains et le lavage de mains, même si vous avez un masque. Protéger les plus vulnérables d'une exposition aux autres et couvrir sa bouche avec un tissu, avec un morceau de tissu si possible. Lorsque vous allez porter un masque chirurgical, je veux le préciser, ces masques chirurgicaux sont pour les professionnels de la santé. Mais si vous avez un masque, ce n'est pas pour vous protéger, c'est pour protéger les autres. Comme si vous utilisez un mouchoir, vous lavez vos mains ensuite, vous les lavez ensuite et vous les lavez. Et ensuite, ce que vous faites, si vous avez un masque, vous n'allez pas propager le virus aux autres. Mais faites attention, si vous prenez votre message, il y a de la contamination, vous la mettez dans vos yeux, vous ne vous aidez pas. Évidemment, si vous êtes malade, vous le serez encore plus. Mais s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont être protégés par le masque, ce n'est pas le cas. Je le dis, vous pouvez le faire. Évidemment, tout spécialement si la distanciation sociale n'est pas possible pour une courte période de temps. C'est difficile d'avoir un masque toute la journée. Si vous voulez être un champion, faites-le. Vous allez être dans le livre des records.
vous savez, le livre des records. Mais ce que je veux vous dire, si vous voulez porter un masque, vous pouvez porter le masque, vous pouvez encore tousser dans votre coude, mais ne pensez pas que ça va vous protéger de l'infection. Ça doit être porté très serré, vous devez avoir un bon textile. Si c'est humide, le masque ne fonctionne plus. Je ne viens pas vous dire de ne pas l'utiliser. Utilisez-le avec soin et ne pensez pas que vous vous protégez nécessairement, vous protégez les autres. Et faites attention de ne pas toucher à tout et là ensuite d'ajuster votre masque avec vos mains, vous risquez d'être infecté. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas contre le port du masque. J'ai signé cette proposition, cette directive, mais je veux que les gens comprennent ce que cela veut dire. Merci, on a besoin d'accélérer. Monsieur Legault, une très grande majorité des Québécois respectent la directive de distanciation sociale, mais à Montréal, on a remarqué que bien des gens continuent de faire des rassemblements. Il y a eu des contraventions émises par les services policiers. Quel est le message que vous lancez aux Québécois avec le printemps qui est à nos portes? Le message que j'ai pour les Québécois est le suivant. C'est une question de respect. Une vaste majorité de Québécois respectent la directive de la santé publique. Alors, s'il vous plaît, la minorité qui ne respecte pas les directives, eh bien, s'expose à des impacts importants et pourrait même et leur comportement pourrait avoir des conséquences très négatives sur la santé des autres. C'est une question de respect de soi, respect des autres. C'est sérieux. Le regroupement des sages-femmes du Québec vous demande d'adopter une position claire sur la décision de l'hôpital juif de Montréal qui interdit désormais au père d'assister à l'accouchement de sa conjointe. La semaine dernière, le gouverneur de New York a adopté une décision similaire pour l'ensemble de l'État. Allez-vous donc étendre cette interdiction à l'ensemble des hôpitaux du Québec? Avec un nombre très important de cas de la COVID-19 à l'hôpital juif de Montréal, je pense que c'est une bonne décision d'interdire la présence de quiconque dans une salle ou une femme qui accouche. Mais nous offrons à toutes ces femmes qui accouchent de se rendre dans un autre hôpital. Et l'hôpital juif est le seul hôpital au Québec où nous avons entrepris ces mesures exceptionnelles. Et je pense qu'il s'agit d'une directive raisonnable. Nous allons maintenant passer aux questions soumises par courriel. La première question. Quelques entreprises comme les gyms continuent de récolter des paiements des clients. Est-ce que le gouvernement pourrait forcer les entreprises qui sont fermées de prélever des paiements mensuels? Nous devrons évaluer le cas un par un, mais ce n'est pas une priorité pour moi de m'intéresser à ces situations. Est-ce que l'Assemblée nationale va demeurer fermée après la mi-avril? Et est-ce que vous pourriez éventuellement rappeler le Parlement de façon extraordinaire, comme il semble que ce sera le cas à Ottawa? Cela fera l'objet d'une discussion avec les trois chefs de l'opposition lors d'un appel cet après-midi. Nous en discuterons ensemble. Nous recevons des appels des parents, de gens, en fait, des enfants de parents qui sont en CHSLD. À l'heure actuelle, certains aimeraient aller les chercher, mais il y a des règlements. Est-ce que cette directive que vous avez émise récemment pourrait être précisée? C'est assez délicat à l'heure actuelle de sortir un parent dans un centre d'hébergement de longue durée. Il faut s'assurer que la personne soit suffisamment autonome. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'éclosion de COVID-19 dans le centre d'hébergement où la personne est hébergée. Il y a une très grande demande dans les centres d'hébergement de longue durée. Ce que nous avons mentionné, c'est que si vous venez chercher un membre de votre famille, un parent, pour le ramener à la maison, cela doit se faire pour toute la durée de la pandémie. Alors, ça pourrait être assez long.
cela doit être pris en compte. Nous sommes en train de choisir la meilleure option et donner l'opportunité à quelqu'un qui aurait besoin d'une chambre dans un centre de soins de longue durée de pouvoir en bénéficier. Je pense que la pandémie pourrait être longue. Je suis consciente que ce n'est pas une décision facile pour les familles, mais je pense que nous devons procéder ainsi, c'est-à-dire donner la place à quelqu'un qui en a besoin lorsqu'un parent, lorsqu'un membre de la famille vient chercher un proche dans un centre d'hébergement. Concernant l'hôpital général juif, une précision, est-ce que vous prévoyez revoir la politique en vigueur et prévoyez-vous étendre l'interdiction dans d'autres hôpitaux? Comme le premier ministre l'a dit, je pense que nous devons être très clairs. C'est une pratique qui prévaut seulement à l'hôpital général juif. Dans tous les autres hôpitaux du Québec, les gens, les mamans peuvent être accompagnés par un partenaire. Évidemment, il y a des conditions à respecter. Les personnes ne doivent pas avoir de symptômes, ne pas avoir été en contact avec quelqu'un qui est touché par la COVID-19. On doit protéger les gens dans les hôpitaux, mais il n'est pas question d'étendre l'interdiction d'accoucher en compagnie d'un membre de la famille. Ce que je dis, c'est que partout au Québec, c'est donc la même politique qu'avant. Il y a une situation toute spéciale à l'hôpital juif. C'est là où on retrouve le plus grand nombre de cas de COVID-19.